Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le mercredi 5 juin. Voici les titres de ce journal. Une douzaine d'enfants ont été percutés ce matin lors d'une sortie à vélo par une voiture qui roulait à contresens dans le centre de La Rochelle. 7 sont blessés, dont 3 grièvement. La conductrice est âgée de 83 ans. Ils se sont sacrifiés pour permettre le débarquement. Aujourd'hui, le président a rendu hommage aux résistants bretons et aux soldats parachutés la veille du 6 juin 1944. Demain, 25 chefs d'État participeront aux commémorations. Joe Biden durcit le ton sur l'immigration. Le président américain annonce la fermeture de la frontière mexicaine en cas d'afflux trop important de migrants. À 50 jours du début des JO, on peut encore trouver des places, mais pas n'importe où. Attention aux faux billets vendus sur le net. Ce sera l'œil du 20h. Et puis c'est une application qui transforme votre téléphone en talkie-walkie. Tenten séduit les jeunes, mais inquiète le ministère de l'Intérieur. Le fait du jour, c'est cet accident dramatique à La Rochelle. Une douzaine d'enfants qui effectuaient une sortie à vélo avec 2 moniteurs ont été percutés par une voiture qui roulait à contresens ce matin. 7 ont été blessés, dont 3 grièvement. Une petite fille a dû être élitreillée vers le CHU de Poitiers. Odile Longueval avec Amel Brignoli et Antoine Morel. Le choc a été d'une grande violence, frontale. Sur la route, des débris et des vélos fracassés. Ils appartiennent à un groupe de 12 enfants percutés de plein fouet par cette voiture, conduite par une femme de 83 ans. L'accident s'est produit vers 10h ce matin à La Rochelle. Cette habitante du quartier a tout entendu et elle est encore sidérée. J'ai entendu un gros boom et du coup je suis descendue directement voir le petit garçon qui était en bas, voir ce qu'il avait et savoir si je pouvais le secourir ou faire quelque chose. Le petit garçon avec qui j'étais, ça allait, mais j'ai vu au loin les petites filles qui allaient pas bien du tout. Le bilan est lourd. 7 enfants de 8 à 11 ans sont blessés. Parmi eux, une petite fille doit être hospitalisée en urgence extrême. 2 autres enfants sont en urgence absolue. Une scène de chaos juste devant la maison de cette riveraine. J'avais 3 ou 4 vélos enchevêtrés couchés par terre. Et vous savez, on se sent impuissant parce qu'on ne peut pas les toucher, on ne sait pas trop comment leur parler. Le groupe était encadré par 2 adultes. En sortie périscolaire, leur trajet démarrait d'un centre de loisirs et devait durer 10 minutes pour atteindre un parc. La collision a eu lieu à mi-chemin, au niveau de cette intersection. D'après ce témoin, la conductrice aurait d'abord heurté cette voiture. Donc elle a tapé cette voiture-là et après elle a percuté les vélos. Elle s'est arrêtée plus loin, mais assez loin, sans avoir freiné. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident et une cellule d'aide a été mise en place pour prendre en charge les proches des victimes. La conductrice de la voiture avait donc 83 ans et forcément, cela relance le débat sur les risques au volant lorsqu'on atteint un certain âge, qu'on a moins de réflexes. La signalisation était-elle bien visible? Les enfants étaient-ils bien encadrés? Question-réponse avec Laurence Naon, Amel Brignoli et Antoine Morel. Les enquêteurs tentent de reconstituer le scénario de l'accident. Pour l'instant, la cause du choc frontal n'est pas déterminée. Mais y a-t-il eu faute de la conductrice? Le parquet a indiqué que les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs. Mais son âge interroge. 83 ans. Était-elle toujours en capacité de conduire? Plusieurs témoins affirment qu'ils ont vu la voiture jaune se déporter vers la gauche jusqu'à rouler en contresens et heurter les vélos. Apparemment, elle a remonté toute la rue sur la voie de gauche. Malgré les enfants qui arrivaient en face, quoi. Comment est-ce que vous savez qu'elle a remonté C'est le garagiste qui est à côté de chez moi qui a justement intercepté la dame qui commençait à partir apparemment. Autre interrogation, les aménagements de cette partie de La Rochelle sont-ils insuffisants? La rue est très étroite, pas de piste cyclable, elle s'arrête juste un carrefour avant le lieu de la collision. La mairie affirme que le secteur n'est pas accidentogène, mais les cyclistes qui y circulent le trouvent dangereux. Ici, c'est des priorités à droite partout qui ne sont pas respectées. Et il n'y a aucun ralentisseur. L'encadrement du groupe d'enfants était-il adapté? Selon les premiers éléments de l'enquête, la sortie était parfaitement préparée et répondait aux règles en vigueur. Il y avait un accompagnateur devant, un accompagnateur derrière? Absolument, ce sont les normes d'éducation nationale. Il y a donc 12 enfants accompagnés par 2 adultes. Donc, ce sont des enfants qui sont habitués à se déplacer à bicyclette, qui ont tout l'équipement, qui ont tous les codes pour se déplacer à bicyclette. Ils avaient des gilets jaunes? Ah mais bien sûr, des gilets jaunes, des casques, bien sûr. En état de choc, la conductrice a été hospitalisée en service psychiatrie.
Un russo-ukrainien de 26 ans, originaire du Donbass, a été interpellé dans un hôtel à Roissy lundi. Il a été pris en charge par les pompiers car il souffrait de brûlures importantes. Il aurait été victime d'une explosion accidentelle et les policiers ont découvert du matériel destiné à fabriquer des engins explosifs dans sa chambre. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste. C'était aujourd'hui le coup d'envoi des commémorations des 80 ans du débarquement, ou plus exactement du jour d'avant, le 5 juin 1944. À Plumélec, dans le Morbihan, Emmanuel Macron a salué la résistance bretonne qui a préparé le débarquement avec les parachutistes venus d'Angleterre. Puis ce fut l'hommage aux victimes civiles de Saint-Lô et aux fusillés de la prison de Caen. Alexandra Lay, Anaïs Anquet et Chloé Cormery. À sa descente d'avion ce matin à l'aéroport d'Orly, le président américain Joe Biden, 81 ans, est accueilli chaleureusement par le Premier ministre Gabriel Attal. Une haie d'honneur pour une visite historique de 5 jours. Dès demain, il sera sur les plages normandes. Emmanuel Macron, lui, est déjà présent aux premières cérémonies du 80e anniversaire du débarquement, comme ici à Saint-Lô. Cette ville normande a presque été entièrement détruite par les bombardements alliés pour chasser l'occupant nazi. Au moins 350 de ses habitants ont péri sous les bombes. Saint-Lô, capitale de la douleur. Capitale d'une Normandie du sacrifice. 8 décennies plus tard, la nation doit reconnaître avec clarté et force les victimes civiles des bombardements alliés. Depuis 1945, c'est le 6e président à se rendre dans cette ville martyre. Un choix dont se félicitent les habitants. C'était important pour Saint-Lô d'avoir la reconnaissance de toutes les victimes civiles. Pour nous, c'est une histoire en fait. Mes frères et sœurs sont nés avant la guerre. Ils étaient à Saint-Lô, sous les bombes avec ma grand-mère. Et donc pour moi, c'est leur rendre hommage. À la fin de la cérémonie, les yeux au ciel, un lâcher de pigeons voyageurs. Plus tôt dans la matinée, c'est la résistance bretonne qui a reçu les hommages. C'est ici à Plumélec que des parachutistes ont fait diversion pour ralentir la remontée des troupes allemandes vers la Normandie. Le colonel Achille Muller, 99 ans et demi, est le dernier d'entre eux, encore vivant. Libérer la France, c'était notre but, c'est du bonheur. Ensemble, ils ont déposé solennellement cette gerbe. Les hommages aux vétérans se poursuivront demain toute la journée. Oui, demain, c'est le grand jour, le point culminant des commémorations. 25 chefs d'État y assisteront, parmi lesquels Joe Biden, le président américain qui est arrivé ce matin, on l'a vu, ça a provoqué d'ailleurs de gros embouteillages autour de Paris, puisque 3 autoroutes ont dû être fermées. Demain, donc, direction les plages de Normandie. Le programme de ces cérémonies avec Manon Martel, Manon Bougot et Jean-Marie Lecartier. Ultime répétition. Cet après-midi au Mémorial britannique de Vers-sur-Mer, pour les 80 ans du débarquement. Demain, à 10h30, Emmanuel Macron, le roi Charles III et son épouse Camilla seront présents ici pour la première cérémonie de commémoration. Un invité royal très attendu en Normandie. C'est très important qu'il soit là. C'est un moment fort en émotion. Les célébrations s'enchaîneront toute la journée. À 12h30, à Colleville-sur-Mer, c'est avec Joe Biden qu'Emmanuel Macron continuera de célébrer le 6 juin 1944. Dans un lieu emblématique, le cimetière américain. Pour l'occasion, changement de décor, le bassin a été entièrement recouvert pour laisser place à des tribunes d'honneur. Sur ces sièges seront assis plusieurs dizaines de vétérans, arrivés ces derniers jours en Normandie. À 15h30, ce sera la grande cérémonie internationale. Sur la plage d'Omaha Beach, celle où les Alliés ont perdu le plus de soldats. Là encore, une tribune et des gradins pour commémorer le jour le plus long. En présence de Joe Biden et son épouse, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, le prince William, Charles Michel, président du Conseil européen, ou encore Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, lui, n'a pas été invité. Aucun public n'est autorisé. Si un des chefs d'État veut nous inviter, on est partant, il n'y a pas de souci. Au programme, remise de la Légion d'honneur à 2 vétérans américains, puis défilé aérien, pour faire de cet événement une journée forte et symbolique.
Demain, donc, à 12h30, Emmanuel Macron et Joe Biden se rendront au cimetière américain de Colville-sur-Mer où reposent 9388 soldats, parmi eux un très haut gradé, le brigadier général Theodore Roosevelt Jr. Son nom vous dit forcément quelque chose. Fils d'un président américain et cousin d'un autre, Marianne Buisson et Fabienne Blévis nous emmènent derrière l'image. Dans le cimetière de Colville-sur-Mer, des croix blanches jusqu'à l'horizon. Identiques en apparence. Mais derrière l'image, le destin singulier d'un héros mort en 1944 pour la liberté. Sur le marbre, gravé en lettres d'or, son nom, Theodore Roosevelt Jr. Il vient d'une famille américaine illustre. Fils d'un ancien président, il est le cousin de celui qui dirige les États-Unis en 1944, le président Franklin Roosevelt. Roosevelt Jr., lui, est brigadier général, l'un des grades les plus élevés de l'US Army. Sur ces images rares, tournées par l'armée américaine, il arrive dans le village de Sainte-Mère-Église. Mais pour débarquer en Normandie, Teddy Jr., comme on l'appelle, a dû batailler ferme. Dans le film Le jour le plus long, l'acteur Henry Fonda joue son rôle. Alors maintenant, vous voulez être le premier à accoster à Utah Beach. C'est là que je devrais être, Tabby. C'est là qu'est ma place. Trop âgé, 57 ans, une arthrite qui le fait souffrir, sa hiérarchie refuse qu'il débarque avec la première vague. Écoutez, votre rôle est important dans cette opération. Nous ne pouvons pas vous laisser tuer le premier jour. Oui, mais ce n'est pas la vraie raison. N'est-ce pas plutôt parce que mon père était président des États-Unis? Sur la plage d'Utah, sous la mitraille allemande, le fils de président mènera ses hommes au combat avec sa canne, au cinéma, comme dans la vraie vie. Sur sa tombe, une étoile symbolise la médaille d'honneur. La plus haute décoration de l'armée américaine, décernée pour sa bravoure. Un héros aussi pour les Wellhide, venu des États-Unis sur la tombe de son oncle, qui débarqua à Utah Beach. Mon oncle a servi sous les ordres du général Roosevelt. Et je peux imaginer qu'il a été très fier de servir ce général tellement emblématique. Le 12 juillet 1944, Theodore Roosevelt Jr. meurt d'une crise cardiaque dans un champ de pommiers. Enterré par ses hommes à Sainte-Mère-Église, il repose aujourd'hui au cimetière de Colville-sur-Mer, parmi les héros anonymes qui ont donné leur vie pour notre liberté. Et demain, vous pourrez suivre les commémorations du 6 juin lors de notre journée spéciale. Toute la rédaction sera mobilisée avec Télématin, Thomas Soto, puis avec Julien Bugier. À 20h10, je vous donne rendez-vous pour une interview exclusive d'Emmanuel Macron sur France 2 et TF1. On n'est plus étonné de voir des faux polos, des faux sacs de marque, de fausses montres se vendre à la sauvette. La contrefaçon est plus étonnante quand il s'agit de gâteaux, de pâtes ou de petits pots. Les douanes ont saisi plus d'1 million de produits alimentaires contrefaits l'an dernier sur des marchés et dans des magasins de déstockage. Raphaël Asensio et Marc Félix. Des bouteilles de ketchup presque identiques. Une vache qui a perdu ses boucles d'oreilles. Et de l'eau dont les logos rappellent fortement des marques françaises. Ces produits alimentaires sont des contrefaçons. On les trouve principalement sur Internet à très petit prix. Des faux produits parfois très ressemblants. Facile de se faire avoir. Moi j'aurais dit que ceux-là sont les vrais, mais bon, je ne sais pas. Mauvaise réponse. On voit le truc, on se dit pourquoi ça serait faux? Cette autre passante, elle, a tout juste. Pour limiter les risques, elle achète sa nourriture uniquement en grande surface. Il y a moins de chances d'avoir une contrefaçon que si je l'achète dans la rue, par exemple. J'achète presque jamais dans la rue, donc je me dis que... Mais sur Internet? Oui, non, pas de nourriture sur Internet en tout cas. L'année dernière, plus de 1 100 000 de ces contrefaçons ont été saisies par les douanes. C'est 3 fois plus en un an. Avec un record en juillet 2023, sur ces images, plus de 600 000 articles de contrefaçon, essentiellement du soda. La plupart du temps, ce sont plutôt des produits sucrés, barres chocolatées, biscuits, soda.
à destination des jeunes publics. La vigilance des services douaniers pour ces problématiques-là et pour ce type de produits est bien évidemment particulière. Des consommateurs piégés et des risques pour la santé. Selon l'association de lutte contre la contrefaçon, ces produits ne sont pas contrôlés. On ne sait pas de quoi ils sont composés. Il peut y avoir des produits toxiques, les produits ne respectent évidemment pas les normes, il peut y avoir des produits qui ne respectent pas la chaîne du froid, donc ça peut être très dangereux pour la santé des consommateurs. Alors il faut être prudent sur Internet, mais pas seulement. Ces contrefaçons se trouvent aussi parfois sur certains marchés ou dans des magasins de déstockage. Autre contrefaçon qu'on voit fleurir en ce moment, ce sont naturellement les faux billets pour les Jeux Olympiques. Attention, si on vous propose une place pour la compétition de vos rêves sur un site qui n'est pas celui du COJO, l'organisateur des JO, l'œil du 20h est signé Sophie Broyer et Laurent Desbois. Vous êtes peut-être l'heureux détenteur d'un billet pour les Jeux Olympiques cet été. Plus de 9 millions de places déjà vendues. Revers de la médaille, à l'approche du début des épreuves, certains escrocs multiplient les tentatives d'arnaque. Nous l'appellerons Ninon. Elle souhaite rester anonyme. Cette passionnée d'équitation aura tout tenté pour décrocher les places au concours de saut d'obstacles. Billetterie officielle, tirage au sort, en vain. Alors il y a 2 mois, elle répond à cette petite annonce publiée sur Facebook. J'ai quelques billets disponibles. Sport équestre, n'hésitez pas à me contacter en privé. 2 places au prix de 300 €, le prix initial. Un bon plan, se dit-elle, car l'épreuve affiche complet depuis des mois et que la vendeuse se montre rassurante en lui envoyant cette preuve d'achat. Elle me disait qu'elle n'était plus présente pour des placements professionnels sur cette période-là de l'année et qu'elle revendait donc toutes ses places. Les échanges que vous avez avec elle vous paraissent suffisamment fiables et donc, oui, surtout avec l'espèce de preuve là qu'elle m'a envoyée, donc ça faisait vraiment réel entre guillemets. La vendeuse lui fournit son RIB. Ninon ne se méfie pas et valide la transaction. Et là, j'ai plus de nouvelles, donc j'ai envoyé plusieurs messages, pas de retour. La vendeuse s'est volatilisée. Ninon ne recevra jamais les billets. Est-ce que vous vous dites que vous avez pu être naïve ou pas du tout ? Bah oui, je pense un petit peu. J'aurais dû faire plus attention. Ninon a porté plainte. L'affaire a été classée sans suite par les gendarmes. Impossible de remonter jusqu'à la vendeuse qui avait une fausse pièce d'identité et un compte à l'étranger. Réseaux sociaux, sites de petites annonces, fausses billetteries en ligne. Depuis quelques semaines, la revente illicite de billets s'organise. Alors pour limiter la fraude, les billets sont censés se vendre exclusivement sur l'application officielle de Paris 2024. Une plateforme sécurisée qui vous permettra d'accéder à votre précieux sésame quelques heures seulement avant l'épreuve grâce à un QR code. Vous avez aussi la possibilité de le transférer à un proche ou de le vendre légalement, mais sans possibilité de plus-value. Voilà pour la théorie. En pratique pourtant, vous allez voir que certains escrocs n'hésitent pas à contourner ce dispositif. Comme ce vendeur qui propose notamment des places pour la finale de football au Parc des Princes le 9 août prochain. Nous prenons contact avec lui. Je cherche 2 places SVP. Pas de problème. C'est combien ? 700 € les 2 places, non négociables. Appelez-moi. 700 € pour 2 places, c'est plus de 2 fois le prix de la billetterie officielle. Au téléphone, le vendeur nous explique que la revente se fera sur le site Paris 2024, mais exige un supplément hors circuit officiel. Ça sur l'application et le reste, on paye par un virement, peu importe, si vous arrange. Moi, j'ai acheté 135 €. Vous les avez achetés pour les revendre de toute façon. Oui, bien sûr. Moi, j'étais vraiment bien seulement que ça. J'ai voulu prendre la finale à Paris parce que je savais que ça allait être recherché. J'imagine que le jour J, ça va se vendre minimum 5 fois le prix. Nous ne donnerons pas suite. Cette transaction est illégale. Le vendeur s'expose à 15 000 € d'amende. Nous avons signalé à l'organisation olympique nos échanges avec ces escrocs. Paris 2024 dit avoir repéré 280 sites frauduleux de vente de faux billets, mais redoute de découvrir de potentielles victimes le jour des épreuves. Les gens qui viennent, qui peuvent venir de très loin, ils peuvent s'être fait duper et on les retrouve sur les sites de compétition et on ne peut rien faire pour eux. Et on est obligé de leur interdire l'accès aux sites de compétition. Ils n'ont plus qu'à porter plainte derrière. Les billets sont aujourd'hui accessibles au travers d'une seule plateforme, tickets.paris2024.org. Vous n'avez pas encore de billets ? Pas d'inquiétude. Vous pouvez tenter votre chance tous les jeudis à 10 h sur le site officiel de Paris 2024.
Et si vous avez attendu le tout dernier moment, non pas pour acheter des billets pour les JO, mais pour remplir votre déclaration de revenus sur le net, il reste encore demain pour le faire, mais après minuit, il sera trop tard. C'est la dernière mode chez les adolescents. Tenten, une application française qui permet de laisser le micro de son smartphone activé et de pouvoir contacter en permanence un interlocuteur. Elle a déjà été téléchargée plus d'1 million de fois, mais le ministère de l'Intérieur estime qu'elle augmente les risques de harcèlement en ligne et d'intrusion dans la vie privée. Noé Poitvin, Bintou Sidibé et Stéphane Nisny. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos se multiplient. Des adolescents surpris par une voix soudaine sur leur téléphone. Ils ont téléchargé la nouvelle application Tenten. Avec elle, à tout moment du jour ou de la nuit, vos amis peuvent vous envoyer des notes vocales. Coucou Noé, t'es où? On prend un café? Diffusées instantanément sur le haut-parleur de votre portable. En moins de 2 mois, l'application comptabilise plus d'1 million de téléchargements. Succès immédiat auprès des jeunes. Oui, j'ai téléchargé. Je trouve que c'est pas mal comme application. C'est très marrant, c'est divertissant. C'est drôle, comme ça sans prévenir, t'entends une voix, je sais pas, c'est drôle. Ça va tout? Ces 2 élèves de 3e, eux aussi en sont adeptes, mais se sont retrouvés piégés à leur propre jeu. Une fois que ton pote parle, tu peux pas stopper jusqu'à que ton pote finisse de parler. Et par exemple, moi j'ai essayé de baisser le son, ça a pas marché, je l'ai éteint, ça a pas marché. Des blagues en apparence potaches, mais qui perturbent de plus en plus de collèges et de lycées. Ce professeur normand en a lui-même fait les frais il y a quelques jours. Puis subitement, un téléphone, que j'identifie rapidement comme un téléphone parce que c'est une voix de haut-parleur à fort volume qui sort du cartable d'un élève, des cris, des rires, l'élève interpellé. Bon, oui, il va y avoir une petite vague de perturbation, je pense. Dans les Yvelines, le principal d'un collège vient d'envoyer un mail d'alerte aux parents d'élèves, parlant d'un danger supplémentaire en ce qui concerne le harcèlement. De son côté, l'application Tenten se défend. L'utilisateur ne peut pas être contacté délibérément par un inconnu. Il est libre d'accepter ou non un nouveau proche. Le phénomène a pris une telle ampleur que le ministère de l'Intérieur a publié hier une mise en garde, dénonçant en plus du risque de harcèlement, celui d'une fuite de données personnelles. Et puis le gouvernement dénonce une provocation après l'annonce par le réseau social X, anciennement Twitter, qu'il autorise désormais officiellement la diffusion de contenus pornographiques ou violents sur la plateforme. Ces contenus ne devront pas être accessibles aux mineurs. Avant de rejoindre la France pour 5 jours de commémoration et de visite d'État, le président américain a annoncé un tour de vis sur l'immigration. La frontière avec le Mexique sera fermée lorsque les flux de migrants seront trop importants et les demandes d'asile seront bloquées. Joe Biden durcit le ton car l'immigration est au cœur de la campagne. Camille Hutin et Alice Sangoire. Fermer la frontière avec le Mexique aux migrants illégaux qui demandent le droit d'asile. C'est le tournant politique à droite que vient d'amorcer Joe Biden. Le président entend durcir le ton sur la question de l'immigration. Cette mesure va nous aider à reprendre le contrôle de la frontière et à restaurer l'ordre. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce que le nombre de clandestins soit ramené à un niveau que notre système puisse gérer efficacement. Le décret est entré en vigueur aujourd'hui. Il empêche désormais les migrants clandestins de bénéficier du droit d'asile dès lors que leur nombre dépasse les 2500 par jour, en moyenne sur une semaine, ce qui est largement le cas aujourd'hui. Ils seront expulsés sans pouvoir déposer leur dossier. La seule chose que je demande, c'est que le gouvernement américain nous donne une chance. Parce que nous avons des familles, des enfants à charge. Nous ne venons pas ici pour le plaisir. Si nous avions tout ce dont nous avons besoin, nous ne viendrions pas. Une décision radicale pour un président démocrate. À 5 mois de la présidentielle, Joe Biden est régulièrement critiqué par les républicains pour son inaction sur l'immigration. Le président semble donc imiter les méthodes de son prédécesseur Donald Trump, une stratégie pour gagner des votes selon les experts. Quand on demande aux gens quel parti gère mieux l'immigration, ils répondent les républicains. Donc c'est une faiblesse potentielle pour Joe Biden. C'est pour ça qu'il essaye de s'occuper de ce dossier et de ne pas laisser le sujet uniquement aux républicains. La question de l'immigration sera au cœur des échanges entre Donald Trump et Joe Biden dans 3 semaines pour le premier grand débat de la présidentielle américaine.
Le mois de mai a été le 12e mois consécutif où l'on a battu le record mensuel de chaleur à travers le monde. Selon le rapport de l'Observatoire Copernicus, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à bannir toutes les publicités pour les énergies fossiles. L'humanité flirte déjà avec les 1,5 degré de hausse de la température. C'était la limite fixée dans les accords de Paris. La planète s'étouffe, les sécheresses s'enchaînent, menaçant les cultures. Et pourtant, on gaspille. On jette des kilos de cerises parce qu'elles sont plus petites ou plus grosses que ce qu'imposent les normes fixées par l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le net. Le vrai ou faux de la campagne européenne est signé Lisa Beaujour et Zidane Berkous. Des internautes assurent que des kilos de cerises finissent à la poubelle, car elles ne correspondent pas aux critères imposés par l'Union européenne. Cerises jetées, disqualifiées à la vente car non calibrées aux normes européennes. Tellement triste de voir tout ce travail rejeté pour des normes, comme si les fruits poussaient au millimètre près. Alors, vrai ou faux, des cerises sont-elles jetées à cause des normes de l'Union européenne? C'est faux. En réalité, aucun texte européen n'impose aujourd'hui de taille ou de poids précis aux cerises. La seule obligation porte sur la qualité du fruit. Ce règlement européen précise ainsi que tous les fruits et légumes commercialisés doivent être intacts, sains, propres, pratiquement exempts de parasites. Il n'y a donc aucune interdiction de vendre des cerises en fonction de leur taille. En revanche, il existe pour d'autres fruits des critères de taille ou de forme imposés par l'Union européenne. Vous allez voir que ces normes spécifiques concernent une dizaine de types de fruits et légumes. Ils sont listés dans ce règlement européen. Il s'agit par exemple des pommes, des agrumes, des laitues ou encore des fraises. Les normes européennes servent à les classer dans différentes catégories. Si ces fruits et légumes ne correspondent pas aux critères, ils devront être étiquetés différemment pour être commercialisés sous une autre forme. Par exemple, produits destinés à la transformation. Ils ne seront donc pas jetés, et ce, quelle que soit leur taille et leur forme. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, à partir de janvier prochain, les normes de commercialisation européennes seront supprimées pour tous les fruits et légumes dits moches, c'est-à-dire présentant des défauts externes lors des ventes directes des producteurs aux consommateurs. Et si vous voulez tout savoir sur les sources de le reportage, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Bonsoir Christelle Méral. Bonsoir. On vote dimanche prochain et il n'y aura qu'un tour. C'est un vote unique. Expliquez-nous qui nous allons élire et pourquoi faire. Alors dimanche, les électeurs français vont élire 80 eurodéputés sur les 720 que compte le Parlement. C'est donc une élection à la proportionnelle à un seul tour. En clair, plus une liste va recueillir des suffrages, plus elle aura de députés. Il faut aussi avoir au minimum 5% des voix pour obtenir des sièges. À noter que le Parlement est la seule institution européenne élue directement par les citoyens. Alors, quel sera leur rôle à ces eurodéputés ? Les eurodéputés votent sur de très nombreux domaines, notamment l'agriculture avec la politique agricole commune, l'immigration, l'écologie ou encore l'aide à l'Ukraine. Mais attention, il faut que les députés se mettent d'accord avec les États membres pour que les textes soient adoptés. Le Parlement vote aussi le budget annuel des 27. Enfin, c'est lui qui élit le ou la présidente de la Commission européenne. Merci Christelle. Et donc c'est dimanche, un seul tour. On revient sur les commémorations du 80e anniversaire du débarquement qui nous permettent de découvrir le parcours de héros venus délivrer la France de l'horreur nazie. Les Canadiens étaient nombreux sur les plages et dans le ciel de Normandie. Nous avons rencontré Harvey Engelberg. Son père, un pilote canadien, a atterri en catastrophe dans le jardin d'une famille normande. Florence Griffon et Émilie Cizarol. Il y a des rencontres qui marquent une vie. Oh là là, quel bonheur! Quel bonheur! Thérèse Ferré accueille Harvey Engelberg, un Canadien. Dans le champ qu'elle cultive, remonte à la surface depuis 2 ans des débris de l'avion dans lequel son père a failli mourir le 6 juin 1944. Oui, c'est ce que j'ai retrouvé après que Ghislain ait travaillé la terre. Ça c'est des morceaux originaux de l'avion de crash de mon père. Oui. Wow! Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des dizaines d'avions décollent d'Angleterre. Ils doivent parachuter des soldats derrière les lignes ennemies pour prendre à revers les nazis. L'un d'eux est piloté par 2 Canadiens.
le lieutenant Harvey Jones, et son copilote et ami, Kobi Engelberg. Leur avion est mitraillé par la défense allemande. Il est touché et commence à prendre feu. Le lieutenant Jones ordonne aux 26 parachutistes de sauter. À côté de lui, Kobi Engelberg, le père d'Harvey, est blessé. Il était sur le plancher d'intérieur de l'avion et le pilote a dû faire une décision. Je peux prendre mon parachute et saluer mon chum, ou je peux essayer de rester sur la terre. Je crois que dans ces moments-là, la question ne se pose pas. Je te sauve. L'avion s'écrase ici. Le lieutenant Jones meurt sur le coup. Gravement blessé, son ami copilote survit. Harvey Edgar Jones a risqué et perdu sa vie pour aider mon père à vivre. Cette histoire, ils veulent la faire connaître. Harvey a donné au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer les premiers débris de l'avion et les affaires personnelles de son père. Ils découvrent pour la première fois leur exposition au public. Wow. Je l'ai vu sur photo des centaines de fois, mais quand tu le vois comme ça, c'est incroyable. C'est merveilleux d'être ici, à fêter Kobi, j'ai envie de dire, et puis à fêter le capitaine Jones, qui a donné sa vie pour son copain. Harvey porte le prénom du pilote décédé, pour que son sacrifice ne soit pas vain, pour que le souvenir reste toujours vivant. Vous avez forcément croisé ces messages à l'encre blanche sur fond noir. J'écris donc je suis. Pas d'art sans vérité. Il faut se méfier des mots. L'artiste Ben a été retrouvé mort à son domicile ce matin à Nice. Il avait 88 ans. Son travail avait été exposé au Centre Pompidou à Paris ou encore au MoMA à New York. Le 76e album de Reporters sans frontières nous propose de porter un regard sur le Japon. Il sera en kiosque demain. Sa vente finance en grande partie l'association. Fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo-climat de Anaïs Baïdemir. À 21h10, soirée spéciale commémoration avec la diffusion des documentaires Apocalypse, les débarquements, le grand défi et le grand assaut, raconté par Mathieu Kassovitz. Suivi d'une édition spéciale, La nuit la plus longue, présentée par Julien Bugier. Vous retrouverez Alexandra Usan, Canal 27 dans le 23h Info. Demain, 6h30, Télématin, 13h, Nathanaël de Rinxin et à 20h, Karine Bast. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.